de transition revitalisée du Soudan du Sud. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Madame Celinda Sosa Lunda, ministre des Affaires étrangères de l'État plurinational de Bolivie. Muchísimas gracias. Je vous remercie. Je suis très heureuse de pouvoir prendre part à cette 79e période de session de l'Assemblée générale. Je salue Monsieur le vice-président. Je voudrais également saluer le président de l'Assemblée générale, Monsieur Philémon Yang, ainsi que notre frère, le secrétaire général Antonio Guterres, sans oublier l'ensemble des délégations ici présentes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous nous sommes réunis ici dans une période très difficile pour l'humanité. Nous ne sommes pas confrontés à une crise, mais à plusieurs crises qui menacent les générations actuelles et à venir. Les changements climatiques, les inégalités, les pandémies, les conflits géopolitiques, la démocratie en crise. Ces crises multiples s'alimentent les unes les autres, ce qui approfondit, aggrave les vulnérabilités, et il faut donc des réponses urgentes et coordonnées aux défis auxquels nous sommes confrontés. L'économie mondiale connaît des inégalités à cause d'un modèle capitaliste qui se fonde sur la concentration des richesses entre les mains de peu de personnes. Cela ne fait qu'alimenter la pauvreté, la marginalisation et l'instabilité sociale aux quatre coins du monde, alors que les marchés financiers, eux, continuent de générer des profits gigantesques pour 1% des élites mondiales. Des millions de personnes, elles, luttent pour pouvoir répondre à leurs besoins les plus fondamentaux. Cette crise n'est pas seulement économique, c'est une crise éthique et sociale qui met en exergue les failles profondes du système capitaliste qui donne la priorité au gain plutôt qu'au bien-être et à la terre nourricière, les guerres, la production d'armes, les investissements militaires énormes, la prolifération des différents types d'armes. Tout cela ne fait que détourner des ressources gigantesques qui pourraient être consacrées au développement durable. Mais en plus, cela ne fait qu'alimenter les conflits qui, eux, approfondissent les souffrances des êtres humains. Des milliards de dollars sont consacrés à la production d'armes, alors que des millions de personnes n'ont pas accès à des services de base tels que l'éducation, la santé, l'alimentation, l'eau. Au lieu de chercher des solutions à des problèmes communs, on ne fait qu'accroître l'instabilité mondiale et on entrave la réalisation des objectifs de développement durable. La crise environnementale représente une des plus grandes menaces. Et malgré cela, les mesures que nous prenons sont insuffisantes. Le réchauffement planétaire, le déboisement, la pollution, la perte de biodiversité mettent à mal nos écosystèmes, et cela en plus des incidences directes sur la vie de millions de personnes, et ce par le biais de phénomènes extrêmes tels que les sécheresses, les inondations, les ouragans qui, de plus en plus, sont d'une intensité record, et cela a des conséquences pour les communautés, les peuples autochtones. Les transformations technologiques sans précédent avec le développement de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, ce sont des progrès qui redéfinissent la manière dont nous interagissons. Cela a des incidences sur notre quotidien, sur notre travail. Cela étant dit, cette révolution technologique
suscite également des questions fondamentales concernant le rôle de la gouvernance mondiale dans un monde où le pouvoir technologique est concentré entre les mains de quelques entreprises et de quelques nations. La gouvernance mondiale doit être adaptée afin de veiller à ce que ces technologies soient utilisées de manière équitable, éthique et au service du bien-être de l'humanité, au lieu d'approfondir les inégalités ou de générer de nouvelles formes d'exclusion et de contrôle. Chers frères, chères sœurs, face à cette crise, nous devons agir de manière décidée afin de relever ensemble les défis au niveau mondial. Le moment est venu de mettre en œuvre un autre modèle de développement, de renforcer les institutions multilatérales, de protéger la planète pour les générations à venir. Nous devons garantir que la justice, l'équité et la solidarité soient les principes qui guident notre action dans le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies. Le système qui a régi l'ordre mondial depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale s'est avéré insuffisant pour faire face aux crises contemporaines, telles que les changements climatiques, les inégalités, les conflits régionaux, les pandémies, ainsi que les nouvelles formes d'interdépendance économique. C'est pourquoi un nouvel ordre mondial fondé sur la coopération multilatérale réelle, le respect de la souveraineté de tous les pays et l'équité dans les processus décisionnels au niveau mondial est un impératif. Pour y parvenir, nous devons procéder à une restructuration en profondeur des institutions internationales telles que le Conseil de sécurité des Nations unies, afin que celui-ci et celle-ci soient plus représentatives et démocratiques. Nous devons progresser vers un système dans lequel les décisions mondiales sont prises de manière inclusive, en prenant en considération la diversité, les différents points de vue, les différents besoins des pays en développement. À cet égard, il est également nécessaire de procéder à une restructuration en profondeur de l'architecture financière internationale, qui soit axé sur la justice économique, la durabilité, l'inclusion. Il faut créer des mécanismes plus justes pour permettre une restructuration des dettes souveraines, pour augmenter la participation des pays en développement aux institutions financières. Il faut promouvoir des flux financiers qui contribueront au développement durable et à la lutte contre les changements climatiques. Il est également essentiel de revoir les mécanismes de coopération fiscale au niveau international, de manière à ce que les économies les plus vulnérables aient accès à des ressources qui leur permettraient de faire face aux crises multiples. La restructuration du système financier international n'est pas uniquement une question technique. Il s'agit d'une nécessité tant technique que politique pour mettre sur pied une économie mondiale plus équitable, plus résiliente et plus solidaire. Le programme à l'horizon 2030 et ses objectifs de développement durable sont toujours valables. C'est une feuille de route qui est fondamentale pour faire face aux défis mondiaux les plus urgents. Il s'agit d'un cadre clair pour la coopération internationale, malgré les retards qui sont constatés dans leur mise en œuvre. Nous devrons doubler d'efforts, consolider notre engagement collectif pour veiller à ce que ce plan ambitieux devienne une réalité concrète et change la vie de nos populations. Le pacte pour l'avenir doit devenir une opportunité historique pour définir un nouveau cap pour l'humanité. Il s'agit d'un programme qui non seulement doit permettre d'aborder les problèmes immédiats, mais met en œuvre des solutions durables, inclusives, équitables pour les générations à venir. Le pacte de l'avenir
ne doit pas être simplement une réunion diplomatique. Nous devons maintenant concrétiser ce plan. Et cela doit insuffler un nouvel élan dans la réalisation des objectifs de développement durable. Cela doit permettre de changer la vie au sein de nos communautés, de nos villes, de nos nations. Le développement durable et les changements climatiques sont deux faces de la même monnaie, d'un même défi qui déterminera l'avenir de notre planète et des générations à venir. Agir, cela signifie réduire les émissions, mais cela signifie également transformer notre modèle de production et de consommation. Nous devons protéger la biodiversité et garantir le progrès économique sans qu'il y ait de laisser pour compte. Chers collègues, la Bolivie estime que la communauté internationale est un espace de solidarité et de coopération conformément aux principes du droit international et de la Charte des Nations unies. Dans ce contexte, nous rejetons les mesures coercitives unilatérales qui violent les droits humains les plus élémentaires et qui entravent le développement de nombreuses populations. Nous exprimons notre solidarité avec Cuba, avec le Venezuela, le Nicaragua et avec tous les pays du monde qui subissent de manière injuste ces sanctions unilatérales. Par ailleurs, nous rejetons fermement le blocus économique, financier et commercial imposé par les États-Unis au peuple frère de Cuba. Ce sont 60 années d'injustice qui n'ont pas été suffisantes pour punir un peuple qui, avec courage, a résisté aux tentatives de soumission et de domination d'un pouvoir impérialiste. Nous sommes sûrs que la justice et la vérité triompheront. Cette injustice est aggravée lorsque, de manière unilatérale, les États-Unis inscrivent Cuba sur la liste des pays qui favorisent le terrorisme. Cuba devrait figurer sur la liste des pays les plus solidaires du monde, car l'aide cubaine a été fournie aux 4 coins du monde. C'est le pays qui a le plus partagé avec l'humanité. Pendant des décennies, et depuis des décennies, la Palestine a été victime d'un conflit qui a créé une instabilité régionale et a été privée d'une paix juste et durable. L'occupation, le génocide ont poussé le peuple palestinien vers la dévastation, la destruction. On a créé une prison à ciel ouvert pour des milliers et des milliers de personnes, dont des femmes et des enfants. La paix et la sécurité en Palestine ne seront pas atteintes sans un véritable engagement en faveur du respect des droits humains et sans mettre fin au génocide. La Bolivie réitère son plein appui à l'exercice du droit à l'autodétermination et à l'indépendance de la Palestine selon les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Nous espérons que très prochainement, nous assisterons à la Palestine rejoignant en tant qu'État membre de plein droit l'Assemblée de l'ONU. La Bolivie défend les principes fondamentaux énoncés dans la Charte des Nations unies et dans le droit international. Nous reconnaissons l'ONU comme principal organisme multilatéral créé par l'humanité en faveur du développement, de la paix et de la sécurité. Et pas uniquement dans nos frontières, mais au niveau international. Dans ce contexte, la Bolivie réaffirme une fois encore son intention de respecter toutes les décisions et toutes les résolutions des organes judiciaires du système international. La Bolivie a fait appel à la Cour internationale de justice à La Haye dans le cadre d'un processus
relatif à l'océan Pacifique et à un litige de souveraineté. La Cour a demandé à la Bolivie et au Chili de poursuivre le dialogue et les échanges dans un esprit de bon voisinage afin d'aborder les questions liées à un accès à l'océan Pacifique. Les deux parties ont reconnu qu'il s'agissait d'une question d'intérêt mutuel. La Cour a lancé un appel afin que les deux pays puissent se mettre d'accord par le dialogue et trouver une solution qui soit favorable aux deux peuples, l'objectif étant de donner à la Bolivie un accès souverain à l'océan Pacifique, dont notre pays a joui depuis l'obtention de notre indépendance. Mon pays est disposé à avoir ce dialogue lorsque les homologues seront disposés à le faire. La Bolivie lance un appel à la communauté internationale afin qu'elle protège et qu'elle aide les peuples autochtones qui ont été les gardiens de la biodiversité et des connaissances ancestrales. Actuellement, nous sommes confrontés à des problèmes qui sont aggravés par différentes crises. Il importe de reconnaître la contribution des peuples autochtones dans le cadre de l'action climatique. Il est important de reconnaître leurs connaissances, leurs pratiques qui sont fondamentales et qui nous proposent un nouveau modèle de développement pour vivre mieux et en harmonie avec notre terre nourricière. Toujours dans ce cadre, je voudrais vous faire part de nos préoccupations. La feuille de coca a été classée de manière négative, alors que pour les peuples autochtones et andins, cela fait partie de notre identité, cela fait partie de notre culture. Nous proposons par ailleurs de poursuivre les politiques d'égalité des genres et d'amélioration des relations sociales en intégrant une approche fondée sur la décolonisation et la fin du patriarcat afin de transformer les structures de pouvoir et les relations sociales qui n'ont fait que perpétuer les inégalités entre les genres et l'oppression des femmes. Aujourd'hui, au nom du peuple bolivien et du président constitutionnel Luis Arce, nous réaffirmons que nous sommes une démocratie. Nous réaffirmons le bien-être du peuple bolivien et nous voulons le plus rapidement possible concrétiser le programme à l'horizon 2030 et vivre en harmonie avec notre terre nourricière. Nous regrettons que des intérêts internes et extérieurs créent un conflit dans le pays et tentent de déstabiliser un gouvernement qui a été élu démocratiquement. Mais nous sommes sûrs qu'avec l'appui et l'accompagnement de tous ceux qui sont ici présents, nous allons pouvoir consolider, renforcer notre démocratie et le caractère institutionnel de notre pays. Le peuple bolivien a démontré tout au long de son histoire être épris de démocratie. Ce sentiment est inébranlable. Nous voulons renforcer nos institutions, garantir un avenir de paix, de stabilité et de progrès pour toutes et tous. Tel est notre seul objectif au sein du gouvernement. Et je vous invite maintenant à dire Hayaya, les peuples du monde. Je vous remercie. Hermanos. Muchísimas gracias a la ministra. Je remercie Madame la ministre des Affaires étrangères de l'État plurinational de Bolivie. Nous venons d'entendre la dernière intervention dans le cadre du débat général au cours de cette séance.